Alors, deuxième type de stratification, toujours aléatoire, c'est stratification optimale. Donc là aussi, on cherche à stratifier notre échantillon parce que dans la population mère, il y a des strates. Mais la stratification qu'on va faire maintenant ne va pas prendre seulement en compte la représentativité ou le poids de chaque strate dans la population, mais aussi d'autres considérations. C'est-à-dire on va prendre l'ensemble des considérations et finalement on va garantir une situation optimale, c'est-à-dire le meilleur résultat possible pour notre échantillon économiquement parlant. Alors, les critères que nous allons prendre pour cette stratification optimale, donc comme vous voyez, ils sont au nombre de 4. D'abord, on doit respecter le budget alloué à l'enquête. Donc, nous avons un budget connu dès le départ. Donc, bien sûr, on va avoir le meilleur résultat avec ce budget-là. Donc, on ne peut pas, bien sûr, le dépasser. Et deuxième critère, c'est le poids de la strate. Et ça c'est c'est le seul critère dans la stratification proportionnelle. Maintenant, c'est un critère parmi 4 dans la stratification optimale. Donc, bien sûr, on va prendre davantage d'observations dans les strates qui ont un poids plus important. Bien sûr, c'est normal. C'est normal de prendre dans l'échantillon plus d'individus que dans la strate qui a plus de poids que dans une autre qui a moins de poids. Alors, on prend en compte aussi la dispersion à l'intérieur de chaque strate, mesurée par l'écart type. Donc, dans les strates qui sont caractérisées par une dispersion grande, donc là, on est obligé de prendre plus d'observations, c'est-à-dire prendre un échantillon plus important que dans une autre strate. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons une grande dispersion autour de la moyenne, c'est-à-dire que les informations elles sont dispersées et pour garantir une bonne représentativité, donc nous devons élargir notre échantillon. Et vice-versa, si vous avez une dispersion faible à l'intérieur d'une strate donnée, c'est que les informations, donc vous les maîtrisez. C'est-à-dire les informations sont concentrées autour de la moyenne et donc là, on n'est pas obligé de prendre un grand échantillon. Donc pour économiser, on ne va pas prendre un nombre élevé d'observations. Donc le nombre élevé d'observations, ça va être dans les strates où il y a une plus grande dispersion. Et quatrième critère, c'est le coût unitaire d'obtention de l'information dans la strate, donc CH. Et bien sûr, généralement, donc on prend le plus d'observations dans les strates où le coût unitaire de l'enquête, du questionnaire par exemple, est le plus faible. Voilà. Donc, après avoir pris tous ces 4 critères, la taille de l'échantillon dans la strate, pardon, dans la strate H est optimale pour donc NH. Donc NH c'est l'échantillon ou la taille de l'échantillon de la strate 1 et de la strate H est égale à petit c fois WH fois sigma H sur racine de CH. Avec la constante C, comme vous voyez, c'est égal à C0, donc le budget global de l'enquête, sur la somme, donc H de 1 jusqu'à petit k,
C'est-à-dire les strates ils sont de 1 jusqu'à petit k. Si par exemple vous avez 3 strates, donc h c'est de 1 jusqu'à 3. Donc fois WH fois sigma h fois racine de CH. Alors, ce résultat-là, il est bien sûr déjà démontré mathématiquement. Donc, je voulais pas vous donner la démonstration dans le cours, elle est très longue, mais il existe dans certains ouvrages cette démonstration. Donc, à la fin, pour vous, vous avez le résultat final. Donc, la stratification, elle est optimale si vous prenez pour chaque strate. Donc, ce NH, comme vous le voyez, défini de cette façon. Alors, une fois que vous avez le nombre d'individus à prendre de chaque strate, il ne faut pas oublier que les éléments ou individus de l'échantillon, pour chaque strate, il faut les prendre par la suite d'une manière aléatoire. Bon, je vais vous expliquer tout cela avec l'exemple qui va suivre. Alors là, nous avons donc un exemple où nous avons une population d'entreprises donc composée de 3000 entreprises au total. Mais ces 3000 entreprises, ils sont réparties d'une façon différente dans 4 régions. Donc nous avons 360 entreprises dans la région numéro 1, 840 dans la région numéro 2, 600 dans la région numéro 3 et 1200 dans la région numéro 4. Donc là aussi, bien sûr, nous allons faire un sondage, c'est-à-dire nous allons prendre un échantillon, mais comment prendre cet échantillon? Et cette fois-ci, la méthode qu'on cherche à suivre, c'est la stratification aléatoire optimale. C'est-à-dire, nous avons un budget total et nous devons le répartir d'une très bonne façon, c'est-à-dire d'une façon optimale, pour garantir donc le meilleur résultat possible économiquement parlant. Alors, donc, le budget total de notre enquête ou de notre sondage auprès de l'échantillon, c'est 44 320 dirhams. Donc, les caractéristiques de chaque strate sont les suivantes. Donc, d'abord, donc, le poids de la strate. Donc, le poids de la strate en pourcentage. Donc, c'est 12% pour la strate numéro 1, 28%, strate numéro 2, 20% pour la strate numéro 3 et 40% pour la strate numéro 4. Pourquoi c'est 40%? Parce que c'est simple, c'est 1200 divisé par 3000. Donc, le poids de la strate, c'est-à-dire le nombre d'entreprises que nous avons dans la strate par rapport au total. Et vous avez aussi CH, c'est-à-dire le coût unitaire d'information en dirhams. Donc dans la strate numéro 1 ou la région numéro 1, le coût d'obtention de l'information c'est unitaire, c'est 225 dirhams. C'est-à-dire pour chaque questionnaire qu'on va faire auprès d'une entreprise de cette strate, le coût c'est 225 dirhams. Et ce coût-là, il est de 296 dirhams au niveau de la strate ou la région numéro 2. Elle est très élevée au niveau de la région 3, c'est 400 dirhams. Disons, les caractéristiques de l'entreprise dans cette région font que l'enquête elle est plus difficile à réaliser et demande plus
plus d'argent pour le déplacement, pour, disons, les frais quotidiens de l'enquête, etc. Et vous avez la dispersion à l'intérieur de chaque région, mesurée par l'écart type. Donc, comme vous voyez, ce qui est important, bon, c'est que bon, c'est la région numéro 4 où il y a l'écart type le plus grand, c'est-à-dire la dispersion la plus grande. Disons, au niveau de la région 2, la dispersion la plus faible. Voilà, c'est-à-dire il y a une différence entre les régions par rapport à cette caractéristique. Alors, donc, si on applique la règle que nous avons vue dans le diapo précédent, la formule de NH, c'est-à-dire la taille de l'échantillon à prendre dans chaque strate, si vous l'appliquez, après avoir bien sûr calculé la variable, plutôt la constante petit c, donc vous allez trouver, regardez le tableau, le deuxième tableau à côté, vous allez trouver un échantillon de 16 entreprises à enquêter dans la région numéro 1, 20 entreprises à enquêter dans la région numéro 2, 20 aussi à enquêter dans la région numéro 3 et 89 entreprises à enquêter dans la région numéro 4, ce qui nous donne un total de 144, 245 à enquêter dans une population de 3000. Donc ça, c'est la taille de l'échantillon total, c'est 145. Donc, ce n'est pas comme dans la stratification proportionnelle ou même les premières méthodes donc de l'échantillonnage aléatoire, dans lesquelles on connaît d'avance la taille de l'échantillon, calculée selon les formules qu'on a vues dans le chapitre 1. Là, non. Là, on ne connaît la taille totale de l'échantillon qu'après avoir appliqué la formule de la taille d'échantillon dans chaque strate, et le total de ces échantillons de chaque strate, ça donne l'échantillon final. Au total, c'est 145. Alors, et donc, comme vous voyez, si on fait les choses de cette façon, le coût, on dira, dans chaque strate, donc si on fait 16 enquêtes, ou bien on fait une enquête auprès de 16 entreprises, et pour chaque entreprise, le coût, c'est 225 dirhams. Donc le total, dans la strate numéro 1 ou la région numéro 1, c'est 3600 dirhams. Le coût total de l'enquête dans la région ou la strate numéro 2, c'est 3920 dirhams. Le coût dans la strate numéro 3, c'est 8000 dirhams. Et dans la strate numéro 4, c'est 28 836 dirhams. Le coût global de cette enquête dans les 4 régions, combien il est? 44 356 dirhams. Alors, qu'est-ce que vous remarquez par rapport au budget que nous avons? Le budget que nous avons, c'est 44 320 dirhams. Donc, c'est une très bonne chose. Vous allez me dire qu'on a dépassé le budget global, mais on l'a pas dépassé d'un grand chiffre. C'est seulement une différence de combien? C'est 36 dirhams. Hein? 36 dirhams, c'est très peu. Donc, on peut l'ajouter à notre budget. D'accord? Donc, l'application de la formule, la formule elle est correcte mathématiquement, mais donc l'application, elle a donné que nous devons ajouter un tout petit peu au niveau de de notre budget, et ça, ce n'est pas grave, bien sûr. Euh, donc, c'est mieux d'ajouter un petit peu de dirham que, par exemple,
disons, de supprimer un questionnaire. Parce que si on supprime un seul questionnaire, nous allons tomber sur un budget qui est moins que le budget global, mais nous allons perdre d'informations. Donc le mieux, c'est de garder donc, les mêmes questionnaires, c'est-à-dire un total de 145 questionnaires, et d'ajouter un petit peu de dirham, 36 dirhams, c'est pas grave. Voilà, c'est ça, donc la stratification optimale. Mais attention, ce n'est pas tout. Alors, il ne faut pas oublier que les 16 questionnaires ou enquêtes que vous allez faire dans la région numéro 1, c'est-à-dire les 16 entreprises que vous allez choisir, il faut les choisir d'une manière aléatoire. Il ne faut pas les désigner vous-même d'une façon subjective. C'est-à-dire là aussi, prendre 16 parmi 360 d'une manière aléatoire. C'est-à-dire c'est suivant la méthode de la table ou bien le pas systématique. Si vous suivez la méthode de la table, je vous ai déjà parlé comment faire. Donc la population maintenant, ou la sous-population, c'est 360, donc c'est 3 chiffres. Donc vous allez prendre dans la table des numéros de 3 chiffres. Donc ça fait comment? Jusqu'à constituer les 16 entreprises de l'échantillon de cette strate. Et la même chose pour les 20 entreprises de la strate numéro 2, c'est-à-dire 20 parmi 840 et 20 parmi 600 ensuite dans la strate numéro 3 et enfin 89 parmi 1200 entreprises dans la strate numéro 4. Là aussi, bien sûr, il faut les prendre d'une manière aléatoire. Voilà ce que veut dire échantillon pris avec la méthode de stratification optimale, mais aléatoire. Et merci. Alors, donc là, nous arrivons à l'échantillonnage empirique. Après avoir donc terminé les méthodes d'échantillonnage probabiliste ou aléatoire. Donc, dans les diapos, nous avons vu donc, les méthodes essentielles d'échantillonnage aléatoire, donc aléatoire simple, aléatoire systématique et proportionnel. Bien sûr, il y a d'autres que vous allez trouver dans le cours. Mais là, je vous donne toujours l'essentiel. La même chose au niveau de l'échantillonnage empirique. Il y a plusieurs façons de le faire. Mais là, je vous explique, et même dans le cours, ce qui est développé, c'est la méthode la plus connue, la plus utilisée, qui est la méthode des quotas. Parce que c'est elle qui garantit, disons, une meilleure représentativité par rapport à la population. C'est-à-dire, là aussi, si vous devez faire l'échantillonnage empirique, parce que l'échantillonnage aléatoire n'est pas possible, là aussi, le mieux, c'est faire la méthode des quotas. Alors, comment faire cette méthode? Ben, c'est très simple. Donc, vous avez des caractéristiques importantes dans la population à respecter. Donc, c'est ce qu'on appelle les variables de contrôle, l'âge, le sexe, les catégories socio-professionnelles, etc. Donc, ça, c'est très important dans la population. Donc, il faut garder les mêmes pourcentages pour ces critères aussi dans notre échantillon. Alors, deux grandes différences, je vous le dis tout de suite, deux grandes différences de cette méthode d'échantillonnage des quotas par rapport à l'échantillonnage aléatoire. Donc, d'abord, première grande différence, c'est que le calcul de la taille de l'échantillon, il ne se fait pas selon les méthodes qu'on a vues dans le chapitre 1, d'une manière scientifique. C'est-à-dire, c'est nous qui déterminent, les responsables de l'échantillonnage, ce sont eux qui
qui décide d'un taux de sondage convenable, d'accord, d'un échantillon, d'une taille d'échantillon convenable. Par exemple, ça peut être 10%, ça peut être 5%, 20% d'une certaine population. Et cela, en pratique, ça dépend de la nature de la population. Donc pour une population, par exemple, d'entreprises dans une région, donc on va pas prendre un grand pourcentage. La même chose au niveau d'encore des ménages, surtout les ménages, donc, vous savez, les ménages ou les familles. Dans une ville, par exemple, comme Agadir, il y a, disons 600 000 habitants. Donc, si on divise par 5, c'est 120 000 ménages. Donc, c'est beaucoup. Donc, on ne va pas prendre dans une enquête 20% ou 40%. Donc, si on prend seulement 5% ou même 1%, c'est très intéressant. Même 1%. Donc, le taux de sondage, ça dépend de la population, ça dépend de l'objet de l'étude et aussi bien sûr du coût de budget que nous avons pour l'enquête, etc. Donc, finalement, le calcul de la taille de l'échantillon, c'est nous qui le faisons. Deuxième grande différence, c'est au niveau des choix des individus de l'échantillon après la stratification. Donc, après avoir réparti l'échantillon selon les strates, ou bien maintenant on va parler de quotas, en prenant des quotas pour chaque catégorie, on n'est pas obligé, dans le cas de la méthode des quotas, on n'est pas obligé à sélectionner les individus pour chaque quota, les individus pour chaque catégorie de l'échantillon, on n'est pas obligé à les sélectionner d'une manière aléatoire. Donc je vais vous expliquer plus en prenant l'exemple que vous voyez. Donc, nous avons une bibliothèque d'une école d'enseignement supérieur, exemple la bibliothèque de la faculté ou de l'école de commerce et gestion. Alors, nous avons la répartition des ouvrages comme vous le voyez. Donc, il y a 400, par exemple, 480 ouvrages au total, 60 ouvrages d'économie, 120 de droit, 240 de gestion, 60 de finance. Donc là, j'ai mis grand N, NI avec majuscule parce que ça, c'est pour désigner la population. Et vous avez les fréquences. Les fréquences, c'est très simple. Donc 60, c'est plutôt 12,5% pour l'économie, c'est-à-dire c'est 60 sur 480, et ainsi de suite. 25%, c'est 120 sur 480, etc. Donc le point de départ, c'est de choisir un taux de sondage donné. Par exemple, on dit que on va étudier seulement 10% de la population totale. Donc, pour un taux de sondage de 10%, donc la taille d'échantillon empirique ici est de 480 ouvrages fois 0,1, donc ça donne 48 ouvrages à étudier. Donc, la seule variable de contrôle qui est considérée ici est le type d'ouvrage. Bien sûr, nous pouvons prendre d'autres variables de contrôle aussi, mais le mieux, c'est de prendre jusqu'à 2 ou 3, disons, variables de contrôle. C'est ce qui est conseillé par les auteurs. Il ne faut pas dépasser, disons, 3 variables de contrôle parce que là, les choses après se compliquent. Alors, la répartition donc, des quotas
suivant cette variable de contrôle est la suivante. Donc, vous voyez sur le tableau, donc l'échantillon total, petit n, c'est 48 ouvrages pour lesquels nous allons prendre les caractéristiques. Et ces caractéristiques, bien sûr, l'objectif, ils vont servir pour faire des estimations pour ce qui est des caractéristiques des 480 ouvrages de la bibliothèque. Alors, comment ils seront répartis ces 48 ouvrages? C'est selon le pourcentage de chaque type dans la population totale. Donc, pour l'économie, le pourcentage par rapport à cette variable de contrôle, donc le pourcentage c'est 12,5%. Donc on prend 12,5% de 48, ça donne 6. Et ainsi de suite. Donc 25% au niveau des ouvrages de droit. Donc 25% pour 48, ça fait 12 ouvrages. Pour les ouvrages de gestion, il y a dans la population totale 50% d'ouvrages de gestion, c'est-à-dire parmi 480. Donc, on va prendre 50% parmi les 48, ça fait 24 ouvrages de gestion, et finalement 6 pour les ouvrages de finance. Donc, c'est très simple. Si on a d'autres variables de contrôle, par exemple, disons, on va dire l'ancienneté des ouvrages, par exemple, dans la population mère, donc pour les ouvrages d'économie, 50% c'est avant l'année 2000 et 50% c'est après l'année 2000. Donc, dans l'échantillon, on va le répartir. Donc, il y a certes 6 ouvrages d'économie, mais il y aura 50%, donc il y aura 3 pour les ouvrages d'économie qui ont une date d'édition avant 2000 et 3 ouvrages après 2000, et ainsi de suite. Alors, enfin, donc supposons que nous avons 6 enquêteurs de terrain. Comment répartir les ouvrages pour chaque enquêteur? Donc, comme vous voyez, ça c'est le deuxième tableau. Si vous avez 6 ouvrages d'économie et vous avez 6 enquêteurs, donc pour chaque enquêteur, il y aura un ouvrage d'économie à étudier, pour lequel il va étudier les caractéristiques. Et pour les ouvrages de droit, donc 12 sur 6, c'est 2. Pour les ouvrages de gestion, 24 sur 6, c'est 4. Et enfin, la même chose, donc au niveau des ouvrages de finance, c'est comme pour l'économie, c'est un ouvrage. Donc pour chaque enquêteur, il y aura bien sûr 8 ouvrages à étudier, et chacun, il sait ce qu'il doit faire. Chacun, il va prendre un ouvrage d'économie, 2 ouvrages de droit, 4 de gestion et 1 de finance. Alors, et comment il va faire la sélection? Un ouvrage donc d'économie ou 2 ouvrages de droit, etc. Ce n'est pas d'une façon aléatoire. Donc, donc l'important, c'est qu'on respecte ces chiffres. Et bien sûr, ce que nous devons respecter aussi, c'est qu'il y a une communication, bien sûr, entre les enquêteurs. Bien sûr, les ouvrages que je vais prendre, moi, les ouvrages que va prendre le premier enquêteur ne seront pas ceux déjà pris par, par un autre. C'est-à-dire, bien sûr, chacun, il va prendre les ouvrages à part. Ça, c'est clair. Voilà. Et merci.